Après une décennie d'incertitude et de recherches incessantes, une nouvelle phase d'espoir émerge dans la quête pour découvrir le destin du vol MH370. Vous voyez, le mystère du vol MH370 pourrait enfin être résolu. Des années ont passé, mais la douleur et la curiosité n'ont jamais disparu. Maintenant, de manière choquante, une nouvelle piste a émergé. Les cœurs s'accélèrent alors que nous nous rapprochons de la vérité de cette saga inoubliable. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la dernière avancée dénouant l'histoire qui a captivé le monde. Dans la nuit, le vol MH370. Notre histoire commence dans les premières heures d'un frais matin de mars en 2014. Pour être plus précis, tout a commencé à 12h41 du matin le 8 mars. Un grand avion, le vol 370 de Malaysian Airlines, se préparait à décoller. Il était prévu de voler de l'aéroport international de Kuala Lumpur en direction de l'aéroport international de Pékin en Chine. Ce n'était pas censé être un long voyage, juste un peu plus de 6 heures du début à la fin. Le grand avion utilisé pour ce voyage était un Boeing 767-200ER qui n'était pas exactement flambant neuf. Il volait depuis 12 longues années et avait le numéro d'immatriculation 9MMRO. La personne pilotant l'avion était le capitaine Zahari Ahmad Shah, un pilote très expérimenté et compétent de 53 ans. Le capitaine Zahari pilotait des avions depuis longtemps, totalisant 365 heures dans les airs. Il connaissait bien cet itinéraire et aimait vraiment piloter. Il partageait souvent des histoires sur ses vols et parlait de son amour pour les avions sur les réseaux sociaux. Avec lui dans le cockpit se trouvait le premier officier Fark Abdul Hamid, un jeune homme de 27 ans qui avait de 663 heures d'expérience de vol. Ce vol particulier était une formation pour lui, une chance d'apprendre davantage, mais malheureusement, cela s'est avéré être son tout dernier. Il y avait aussi 10 hôtesses de l'air amicales à bord prêtes et désireuses de s'assurer que les 227 passagers, y compris 5 petits-enfants, soient en sécurité et à l'aise. Bien que la plupart des passagers soient originaires de Chine, l'avion ressemblait à une petite communauté internationale volant haut au-dessus des nuages. Il transportait 30 000 personnes de Malaisie, ainsi que des personnes d'Indonésie, d'Australie d'Inde, de France, des États-Unis, d'Iran, d'Ukraine, du Canada, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Russie et de Taïwan. Alors que le grand avion roulait sur la piste 32R et prenait son envol, il disparut dans la nuit sombre, se dirigeant vers le nord-est, au-dessus du vaste mer de Chine méridionale. Une fois qu'il atteignit l'altitude de croisière de 35 000 pieds, l'équipage contacta le contrôle aérien de Kuala Lumpur juste pour dire que tout se passait bien. Peu de temps après, alors que l'avion s'apprêtait à entrer dans l'espace aérien vietnamien, les contrôleurs aériens en Malaisie envoyèrent un message d'adieu standard. C'est comme dire bonne nuit en éteignant les lumières. Le capitaine Zahari répondit bonne nuit Malaysian 370. Ce qui est la manière habituelle dont les pilotes disent au revoir lorsqu'ils passent d'une région de contrôle aérien à une autre. Mais c'est là que les choses prennent un tournant vers l'inconnu. Juste au moment où l'avion entrait dans le ciel vietnamien, il disparut des radars. Son transpondeur, qui est comme une carte d'identité d'avion, envoyant toutes ces informations vitales à ceux qui regardent d'en bas, cessa soudain de fonctionner. Ce glitch transforma l'avion en fantôme dans le ciel. Ceux qui le suivaient au sol perdirent toute vue et compréhension de son emplacement ou de ce qui se passait à bord. C'était comme si en un clin d'œil l'avion était entré dans une ombre, laissant tout le monde perplexe et inquiet. L'histoire devient encore plus étrange et mystérieuse. Avant la disparition de l'avion, personne à bord n'a envoyé de signal d'urgence. Il n'y avait aucun rapport sur de mauvaises conditions météorologiques ou un problème avec l'avion. Puis vers 1h30 du matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Tant les militaires que des civils surveillant le radar en Malaisie revirent l'avion. Mais quelque chose n'allait pas. L'avion n'était pas là où il était censé être. Il fit quelque chose de vraiment surprenant. Il fit demi-tour et commença à revenir sur ses pas. Ensuite, il vola vers le sud-ouest à travers la péninsule malaise, une grande zone avec beaucoup d'arbres et de terre. Mais il ne s'arrêta pas là. L'avion changea encore une fois de direction et vola vers le nord-ouest à travers un grand plan d'eau appelé le détroit de Malacca. Personne n'a la moindre idée de pourquoi l'avion a fait ces choses étranges. Y avait-il un problème avec l'avion ? Quelqu'un a-t-il décidé de changer de cap intentionnellement ? Ou y avait-il une autre raison ? À ce moment déroutant, le pilote d'un autre avion essaya de contacter le vol 370. Ils utilisèrent un canal d'urgence spécial pour essayer de transmettre un message des personnes contrôlant l'espace aérien au Vietnam.
Ils demandaient à l'équipe du vol 370 de revenir vers eux. Le pilote de l'autre avion réussit à établir une sorte de connexion, mais la conversation qu'ils eurent n'était pas claire du tout. Au lieu de mots, tout ce qu'ils entendirent furent des bruits étouffés et beaucoup de statique. Cela rendit tout encore plus déroutant et effrayant. Puis, dans les premières heures, lorsque tout est généralement paisible, quelque chose de surprenant se produisit. À 2h22, les militaires malaisiens qui surveillent le ciel perdirent la trace de l'avion. Cela se produisit au-dessus d'un endroit mystérieux et profond appelé la mer d'Andaman. Le silence soudain du radar était un indice effrayant que quelque chose de mauvais pourrait être arrivé. Les choses devinrent encore plus effrayantes à 2h40. Les contrôleurs aériens responsables de la surveillance des avions avaient des nouvelles choquantes. Ils contactèrent Malaysia Airlines et leur dirent quelque chose que personne ne voulait entendre. Le vol 370 avait disparu de leur radar. Ils ne pouvaient plus le voir. En entendant cela, Malaysia Airlines s'inquiéta vraiment. Ils commencèrent une recherche frénétique pour retrouver l'avion. Ils contactèrent tous ceux qu'ils pouvaient penser qui pourraient aider. D'autres contrôleurs aériens des avions dans le ciel quiconque pourraient savoir quelque chose. Ils étaient désespérés pour tout indice sur l'endroit où le vol 370 pourrait être. Au moment où le soleil commença à se lever à 5h30, la recherche était devenue encore plus intense. Les personnes cherchant l'avion mettaient vraiment tous leurs efforts se concentrant sur deux endroits principaux, la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande. Ce furent les derniers endroits où l'avion avait établi un contact. Il y avait une énorme pression pour découvrir où l'avion était allé. Après que l'avion ait disparu des radars, il devint un sujet énorme dans toutes les nouvelles. De nombreuses personnes se manifestèrent en disant qu'elles avaient peut-être vu l'avion. Le 19 mars 2014, différents types de témoins oculaires des pêcheurs, des travailleurs sur des plateformes pétrolières et des résidents de lieux comme Kuda Wadu Atoll et les Maldives rapportèrent tous avoir vu quelque chose. Ils prétendaient avoir vu un avion ressemblant au vol 370. Certains de ces témoignages étaient vraiment détaillés. Par exemple, un pêcheur près de la côte de Kotabaru rapporta avoir vu un avion volant anormalement bas, ce qui était à la fois étrange et alarmant. Continuez avec nous alors que le mystère grandit avec des observations étranges et des idées qui étendent l'énigme au-delà de la disparition de l'avion. À la recherche des eaux silencieuses du Vietnam, au loin à 1863 miles au sud-est d'un endroit appelé Hoang, quelque chose de troublant se produisit. Un travailleur antérieur sur une plateforme pétrolière faisant simplement son travail habituel leva les yeux pour voir quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il rapporta avoir vu des flammes dans le ciel tôt le matin, quelque chose que personne n'attend ni ne veut voir. Les autorités vietnamiennes, entendant son histoire, jugèrent cela suffisamment sérieux pour agir. Elles lancèrent une mission de recherche et de sauvetage espérant découvrir ce que cette vue effrayante dans le ciel aurait pu être. Pendant ce temps, des pêcheurs indonésiens ajoutèrent à la mystique croissante avec leurs propres récits alarmants. Ils prétendèrent avoir été témoins d'un avion chutant près des détroits de Mala. Cela ajouta une autre couche de confusion et de peur à l'affaire déjà déroutante du vol 370. Et juste au moment où les gens pensaient que cela ne pouvait pas devenir plus étrange 3 mois après la disparition initiale, une femme britannique naviguant à travers l'immense océan Indien se manifesta. Elle rapporta avoir vu un avion englouti par des flammes, ajoutant sa voix au cœur inquiétant des observations mystérieuses. Tous ces récits variés rendaient la disparition du vol 370 encore plus perplexe. Bien que chaque histoire soit différente, elle décrivait tout un événement bizarre et tragique. Les questions continuaient de s'accumuler avec très peu de réponses en vue. Que s'est-il réellement passé avec l'avion et tous ceux à bord ? La recherche se poursuivait alimentée par l'espoir et un désir implacable de découvrir la vérité derrière l'un des incidents les plus déroutants de l'histoire de l'aviation. Initialement, les efforts de recherche étaient concentrés sur la mer de Chine méridionale. C'était l'endroit logique pour commencer puisque c'est là que l'avion était censé voler. Mais ensuite, de nulle part, tout le monde fut pris au dépourvu. De nouvelles informations apparurent montrant que le vol 370 s'était écarté de son chemin prévu et se dirigeait en réalité vers l'ouest. Cette révélation changea complètement le cours de l'enquête. Les zones de recherche furent élargies pour inclure de nouvelles régions telles que le détroit de Malacca et les profondeurs mystérieuses de la mer d'Andaman. Mais ce n'était que le début d'un mystère qui continuait de s'approfondir et de devenir plus complexe. Plus tard, des indices vitaux émergèrent des signaux que l'avion manquant avait envoyés à un satellite. Ces signaux n'étaient pas simples.
Il ressemblait davantage à des chuchotements cryptiques venant du ciel, suggérant que l'avion était encore en vol des heures après avoir disparu des écrans radars. Cette information choqua tout le monde. L'avion avait volé sans être vu et détecté pendant environ 6 heures et son emplacement pendant ce temps était complètement inconnu. Le 15 mars marqua un moment clé dans cette saga déroutante. Exactement une semaine après la disparition de l'appareil, une entreprise connue sous le nom d'Inmarsat se manifesta avec des données critiques. Bien qu'il ne puisse pas localiser exactement l'avion, il fournissait des indices vitaux. Ils suggérèrent ensuite que le vol 370 aurait pu se retrouver dans l'une de deux régions très différentes. Il aurait pu se diriger vers le sud, s'écrasant probablement dans les aux éloignés de l'océan Indien au sud-ouest de l'Australie, ou il aurait pu voler vers le nord, atteignant une zone s'étendant du Vietnam jusqu'au Turkménistan. Réalisant que l'avion n'était dans aucun des endroits qu'ils avaient initialement explorés, les coordinateurs de recherche effectuèrent un changement dramatique dans leur approche. Ils interrompirent leurs opérations dans les zones précédemment ciblées, comme la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande, et tournèrent leur attention vers ces nouveaux chemins potentiels que l'avion aurait pu emprunter. Mais il y avait un hic surtout avec la route nord. L'idée que l'avion aurait pu voler vers le nord, passant inaperçu au-dessus de pays comme la Thaïlande et le Kazakhstan, semblait farfelue. Si l'avion avait emprunté ce chemin, il aurait dû naviguer dans des cieux étroitement surveillés par les radars militaires de divers pays. Les nations de cette région étaient assez confiantes que leur système radar aurait détecté tout aéronef inconnu entrant dans leur espace aérien. Ainsi, la possibilité que le vol 370 ait pris cette route nord fut rapidement écartée, laissant les enquêteurs et le monde perplexes une fois de plus. Maintenant que la route nord n'était plus considérée la zone qu'ils devaient explorer, devint beaucoup plus grande. Ils divisèrent cette vaste zone en deux parties principales. La première partie était l'arc sud s'étendant dans les eaux lointaines et solitaires de l'océan Indien bien au sud-ouest de l'Australie. La deuxième partie couvrait une vaste zone incluant des parties de l'Asie du Sud-Est, des morceaux de la Chine occidentale et du sous-continent indien. Agrandir la zone de recherche compliquait encore plus la situation déjà déroutante. Un jour très triste, le 24 mars 2014, le Premier ministre de Malaisie, Najib Razak, dut partager une très triste nouvelle avec tout le monde. Il déclara qu'après avoir examiné très attentivement les derniers signaux de l'avion perdu, avec l'aide des experts d'Inmarsat et de la branche britannique des enquêtes sur les accidents aériens, ils étaient parvenus à une conclusion très triste. Ils avaient déterminé que le dernier emplacement connu de l'avion était au-dessus de l'océan Indien méridional. Cette zone est si vaste et vide qu'il n'y avait nulle part où l'avion aurait pu atterrir en toute sécurité. Cela conduisit à la croyance déchirante que l'avion, avec toutes les personnes à l'intérieur, avait fini par s'écraser dans la mer. Cet événement fut un moment très triste dans l'histoire du vol, surtout pour toutes les personnes liées au vol 370. L'avion transportait 239 personnes, et il semblait presque impossible que quiconque ait survécu à cet événement terrible. À ce moment-là, c'était la pire chose qui soit jamais arrivée à un Boeing 777. Ce triste titre appartenait au vol 370 pendant 131 jours, jusqu'à ce que lors d'un autre événement tragique, un autre Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, le vol 17, soit abattu le 17 juillet 2014. Cet autre horrible événement coûta la vie à 298 personnes, rendant cela encore plus tragique que le premier. Suivez-nous dans cette intense chasse aux indices remplis de rebondissements inattendus et du fort désir de découvrir ce qui s'est réellement passé. La chasse aux faibles bips. La mission pour retrouver le vol 370 disparu est devenue la recherche la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Cette mission était incroyablement difficile, principalement parce qu'ils pensaient que l'avion avait pu s'écraser dans une partie de l'océan vraiment éloignée, de tout rendant l'accès très compliqué. Un petit espoir est apparu le 6 avril 2014, lorsqu'un navire australien flottant loin dans la mer a entendu ce qu'il pensait entendre être des bips provenant de la boîte noire de l'avion. Ces sondes ont été captées à environ 1240 miles au nord-ouest de Perth, une ville sur la côte ouest de l'Australie. Ce qui rendait cette piste crédible, c'était que les données de Inmarsat, une entreprise de satellites, correspondaient à l'endroit d'où provenaient ces bruits. Mais une grande inquiétude pesait sur tout le monde. Si ces bips provenaient réellement du vol 370 et la boîte noire qui enregistrait les derniers moments de l'avion risquait bientôt de manquer de batterie et de cesser de fonctionner. Pour vérifier cette piste, ils ont envoyé un sous-marin robotique pour fouiller le fond de l'océan. Ce travail était immense.
Les bips avaient été entendus sur une vaste zone et malgré les efforts du sous-marin qui a cherché très longtemps, il n'a pas pu trouver de morceaux de l'avion disparu. Plus tard, certaines personnes ont commencé à penser que ces bips étaient peut-être une erreur, peut-être des bruits causés par l'équipement du sous-marin lui-même. Mais les personnes cherchant l'avion n'ont pas abandonné. Elles ont continué à chercher avec détermination jusqu'en juin 2015, mais malheureusement, elles n'ont trouvé aucun morceau de l'avion. Puis, le 29 juillet 2015, quelque chose de petit mais important s'est produit. Une partie de l'aile droite de l'avion, un morceau appelé flaperon, a échoué sur une plage de l'île de la Réunion. Cette île est vraiment éloignée de l'endroit où ils avaient cherché à environ 2300 miles à l'ouest de la zone de recherche dans l'océan Indien. Au cours des 18 mois suivants, des morceaux de ce qui pourrait être l'avion ont commencé à apparaître sur des plages dans différents endroits comme la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île Maurice. Parmi ceux-ci, 26 morceaux étaient considérés comme provenant peut-être de l'avion perdu. 3 d'entre eux provenaient définitivement du vol 370 et 17 étaient presque certainement des parties de celui-ci. 2 morceaux provenaient même de l'intérieur de l'avion, ce qui a amené les gens à penser que l'avion devait s'être brisé en morceaux à un moment donné. Mais ce que personne ne savait avec certitude, c'était si l'avion s'était brisé alors qu'il était encore dans le ciel ou lorsqu'il avait touché l'eau. Un examen plus approfondi des parties de l'aile, trouvées l'une sur l'île de la Réunion et l'autre en Tanzanie, a donné quelques indices sur ce qui s'était passé juste avant la perte de l'avion. Il semblait que l'avion n'avait pas été doucement amené à atterrir sur l'eau par quelqu'un le contrôlant. Au lieu de cela, certains experts ont commencé à penser que le vol 370 avait pu toucher l'eau très durement plongeant directement dans une descente raide. En janvier 2017, les pays de Malaisie, d'Australie et de Chine ont déclaré qu'ils devaient arrêter leur recherche officielle du vol 370. Mais ensuite, une entreprise américaine appelée Ocean Infinity a obtenu la permission de la Malaisie de continuer à chercher. Cette nouvelle phase de recherche a duré jusqu'en mai 2018, lorsque le ministère des Transports malaisien a annoncé que cet effort supplémentaire pour retrouver l'avion avait également pris fin. Puis au milieu de 2018, spécifiquement en juillet, des responsables malaisiens ont publié un rapport sur la mystérieuse perte du vol 370. Ce rapport était important car il disait à peu près qu'il était peu probable que l'avion ait disparu en raison d'une défaillance accidentelle de quelque chose à l'intérieur. Au lieu de cela, le rapport laissait entendre que peut-être quelqu'un avait pris le contrôle de l'avion intentionnellement modifiant son cap manuellement. Cette idée a rendu l'histoire déjà déroutante du vol 370 encore plus compliquée et a approfondi le mystère autour de ce qui s'était vraiment passé. Même avec de nombreux indices solides et un travail acharné, le groupe d'experts enquêtant sur cette affaire confuse n'a toujours pas pu comprendre exactement pourquoi le vol 370 avait disparu sans laisser d'indices. Après la disparition de l'avion, beaucoup de gens ont commencé à deviner ce qui avait pu se passer. Une hypothèse inquiétante était que peut-être quelqu'un avait pris le contrôle de l'avion par la force, ce qu'on appelle le détournement. Ce n'était pas juste une supposition sauvage. Il y avait des faits réels qui faisaient penser aux gens que cela pouvait être vrai. Une chose vraiment préoccupante qu'ils ont découverte était que 2 personnes étaient montées à bord du vol 370 avec des passeports qui n'étaient pas les leurs. Ces passeports avaient été volés à quelqu'un d'autre. Ce fait a beaucoup inquiété tout le monde. Les passeports, l'un appartenant à une personne d'Autriche et l'autre à une personne d'Italie, avaient été signalés comme disparus en Thaïlande au cours des 2 dernières années. Et Interpol, qui est donc comme un club mondial qui aide la police de différents pays à travailler ensemble, a confirmé que ces passeports figuraient dans sa grande liste de passeports signalés comme perdus ou volés. C'était un gros problème que personne n'ait vérifié ces passeports par rapport à la liste des objets perdus et volés lorsque le vol a été signalé. Ce problème a reçu plus d'attention lorsque Ahmad Zahid Hamidi, la personne chargée de la sécurité en Malaisie, a souligné une grosse erreur. Il était contrarié parce que les personnes travaillant aux frontières de la Malaisie avaient laissé les 2 passagers avec les passeports volés monter dans l'avion. Ces 2 personnes avaient acheté des billets uniquement pour un aller simple et les avaient obtenus par China Southern Airlines. Il est apparu plus tard qu'un homme d'Iran appelant d'un endroit à Bangkok avait demandé les billets les moins chers pour l'Europe qu'il pouvait obtenir et les avait tous payés en espèces. Ensuite, ils ont découvert plus de choses. Les 2 passagers étaient en réalité de jeunes hommes d'Iran, l'un avait 19 ans et l'autre 29. Ils étaient entrés en Malaisie illégalement utilisant leur vrai passeport iranien juste à la fin de février. Les gens ont commencé à supposer que peut-être ces gars essayaient simplement d'aller dans un autre pays pour vivre en sécurité, ce qu'on appelle demander l'asile.
Le patron d'Interpol a même déclaré qu'il commençait à penser que cela n'avait pas à voir avec le terrorisme, après que le vol 370 ait mystérieusement disparu des équipes américaines et malaisiennes ont commencé un examen très détaillé de toutes les personnes à bord de ce vol. Ils ont examiné chaque aspect du passé des passagers. En même temps, le gouvernement chinois a examiné de près les passagers chinois. Après toutes ces investigations, ils ont tous convenu d'une chose. Il n'y avait aucun signe que l'une de ces personnes était impliquée dans des actes violents ou liés au terrorisme. Entré dans le tourbillon des suppositions et des histoires qui ont suivi la disparition du vol MH370, chacune ajoutant un rebondissement à ce mystère déjà déroutant. L'énigme du téléphone d'ingénierie du Kazakhstan. Dans cette histoire particulière, il y avait un homme qui a attiré l'attention de tout le monde pendant un court moment. Cet homme travaillait comme ingénieur de vol pour une entreprise en Suisse qui louait des jets. Comme il connaissait beaucoup de choses sur les avions, les personnes essayant de comprendre ce qui s'était passé pensaient qu'il aurait pu prendre le contrôle de l'avion en raison de sa profonde compréhension de la manière de piloter et de contrôler ceci. Pendant que tout le monde essaie de deviner ce qui aurait pu se passer, une idée très excitante mais effrayante a émergé. Certaines personnes pensaient que peut-être des espions russes avaient pris le contrôle de l'avion. Ils croyaient que ces espions avaient fait s'écraser l'avion intentionnellement dans une partie très vide du Kazakhstan. La raison, ils pensaient peut-être que la Russie voulait détourner l'attention des gens de ce qu'elle faisait en Crimée, un endroit où il y avait beaucoup de problèmes. Cette idée ressemblait à quelque chose d'un film d'espionnage avec des agents secrets et des plans cachés, mais il n'y avait aucune preuve réelle que cela soit vrai. Au fur et à mesure que l'histoire du vol 370, l'avion disparu, se déroulait, un petit morceau d'information a attiré l'attention de tout le monde et a suscité beaucoup de discussions. Il y avait des rapports disant que les téléphones portables des personnes qui étaient à bord de l'avion continuaient à émettre des sons comme ils le font lorsque vous les appelez. Même si personne ne savait où se trouvait l'avion, les familles de ces personnes disparues étaient très bouleversées et continuaient d'essayer d'appeler leurs proches. Lorsqu'elles entendaient les téléphones sonner, elles étaient remplies de questions et commençaient à espérer que peut-être l'avion n'était pas perdu dans l'océan. Cependant, cette petite lueur d'espoir a rapidement été expliquée par des personnes qui en savaient beaucoup sur le fonctionnement des téléphones portables et des appels. Elles ont dit que juste parce qu'un téléphone sonne, cela ne signifie pas que l'appel atteint réellement l'autre personne. Ce qui se passe, c'est que le système de l'opérateur téléphonique cherche le téléphone et essaye d'établir une connexion. S'il ne peut pas faire aboutir l'appel après plusieurs tentatives, il cesse simplement d'essayer. Ainsi, le son que les familles entendaient était probablement simplement le fournisseur de services essayant de localiser les téléphones et non les téléphones eux-mêmes. Même si cette explication avait du sens d'un point de vue technique, elle n'a pas aidé les familles à se sentir mieux. Elles étaient toujours très tristes et confuses au sujet de ce qui était arrivé aux personnes qu'elles aimaient qui étaient à bord de cet avion disparu. Voici ce que nous savons. L'avion volait dans le ciel nocturne, au-dessus d'un endroit appelé le golfe de Thaïlande. Soudain, sans avertissement, il a fait demi-tour et a volé de nouveau au-dessus de la terre, passant à la fois par de grandes villes et de petits villages. Après ce virage soudain, il n'y avait plus de nouvelles de l'avion. À une époque comme la nôtre, où tout le monde parle et partage des choses en ligne, ce silence complet est vraiment étrange et inquiétant. Personne à bord de cet avion, qu'il partait en vacances ou voyageait pour le travail, n'a envoyé de message passé, un appel téléphonique, partagé une photo ou dit quoi que ce soit en ligne après que l'avion ait changé de direction. Ce silence a rendu le mystère encore plus grand et a suscité de nombreuses inquiétudes quant à ce qui aurait pu se passer pendant ce vol. De nos jours, avec tout le monde généralement en ligne, il est étrange qu'aucune personne du vol 370 n'ait établi de contact. Ce silence a provoqué beaucoup de débats et de conjectures parmi les experts. De nombreux passagers venaient de Malaisie et de Chine, des pays où presque tout le monde utilise un téléphone, surtout ceux qui voyagent à l'étranger. Alors qu'est-ce qui les a empêchés de communiquer ? Étaient-ils incapables d'envoyer des messages ou étaient-ils d'une manière ou d'une autre empêchés de le faire ? Il est possible que l'avion soit trop haut dans le ciel pour que leur téléphone fonctionne, ou peut-être ont-ils essayé d'envoyer des messages mais ont échoué. Ces possibilités rendent la situation encore plus déroutante. Alors que les enquêtes se poursuivent, le mystère du vol 370 devient de plus en plus profond et intrigant. Tout le monde est à la recherche de tout indice qui pourrait expliquer cet événement déroutant. Après avoir changé de cap, le radar militaire a détecté quelque chose d'inhabituel concernant le vol 370.
Il a grimpé à une altitude extraordinaire de 45 000 pieds, bien au-dessus de son niveau de croisière normal, puis est tombé à environ 23 000 pieds et a ensuite de nouveau grimpé à 29 500 pieds. Ce mouvement erratique pourrait expliquer pourquoi les téléphones des passagers étaient hors service. Quoi qu'il en soit que les passagers aient essayé d'utiliser leur téléphone en plein vol ou les aient gardés allumés depuis le début, les altitudes extrêmes ont probablement empêché toute connexion avec les tours de téléphonie mobile au sol. Dans la quête pour découvrir pourquoi le vol 370 a dévié de son chemin prévu, les enquêteurs américains ont envisagé la possibilité d'une action délibérée de l'intérieur du cockpit, suggérant que l'avion aurait pu être intentionnellement dirigé vers l'océan Indien. Pour approfondir, les autorités malaisiennes ont examiné les domiciles des pilotes et ont scruté les dossiers financiers, y compris les activités bancaires et par carte de crédit de tous les 12 membres d'équipage ainsi que d'autres détails personnels. Plongés dans les antécédents et les raisons possibles de ceux à bord en examinant la vie de l'équipage et les événements étranges des dernières heures du vol. Le secret de la route du capitaine. Un mois après la disparition de l'avion, le responsable de la police de Malaisie a mentionné qu'ils avaient interrogé plus de 170 personnes, y compris les familles des pilotes et des membres d'équipage. Le capitaine Zahari Ahmed Shah était au centre de l'attention, surtout si la perte de l'avion était due à des actions humaines. Des rumeurs troublantes circulaient à propos du capitaine Zahari. Certains ont spéculé qu'il aurait pu planifier une fin tragique en faisant délibérément s'écraser l'avion peut-être après avoir enfermé le copilote à l'extérieur, coupant toutes les communications extérieures, compromettant la qualité de l'air dans la cabine et permettant à l'avion de continuer à voler en pilotage automatique jusqu'à ce qu'il manque de carburant. Les enquêtes sur la vie personnelle de Zahari ont révélé qu'il était un père marié de 3 enfants, vivant dans un quartier paisible avec 2 propriétés. Il possédait un simulateur de vol qu'il utilisait fréquemment chez lui. Un détail suspect est apparu. Le simulateur contenait une route de vol ressemblant à celle du vol 370 se dirigeant vers l'océan austral se terminant sur une île éloignée. Cette route supprimée a été récupérée par des spécialistes qui ont noté sa ressemblance avec la trajectoire réelle du vol 370, alimentant les spéculations sur les motivations possibles de Zahari liées à des difficultés personnelles. Zahari traversait des difficultés personnelles, y compris une séparation avec sa femme, ce qui est difficile pour quiconque. Il était également préoccupé par un proche, Anwar Ibrahim, qui avait reçu une peine de 5 ans de prison, peu avant le vol de Zahari, ce qui a peut-être ajouté à sa pression émotionnelle. Cependant, la femme de Zahari a réfuté ses problèmes soutenus par des amis, et la famille qui croyait qu'il était trop dévoué à sa famille et à sa carrière pour nuire à autrui. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police de Kuala Lumpur collaborait avec le FBI pour analyser en profondeur le simulateur de vol de Zahari. Malgré les examens minutieux, aucune preuve n'a été trouvée impliquant Zahari dans la planification de quoi que ce soit de sinistre avec le vol 370 déplaçant l'enquête vers le copilote Farik Abdul Hamid. Une découverte surprenante a été faite. Farik a tenté de passer un appel téléphonique alors que l'avion volait bas au-dessus de la côte de Malaisie, mais l'appel s'est abruptement terminé. La connexion a été brièvement établie avec une tour de l'État de Penang pensée être interrompue alors que l'avion sortait trop rapidement de portée pour un transfert vers une autre tour. Les détails de cet appel mystérieux sont restés non divulgués, suscitant des spéculations généralisées. Qui Farik essayait-il de joindre à un moment aussi critique ? Les responsables et les enquêteurs sont restés silencieux, gardant confidentiel le destinataire et l'intention de l'appel, ce qui a conduit à des spéculations et des rumeurs rampants. Au milieu de ce secret, certains ont suggéré que Farik, peut-être accablé par des problèmes personnels, aurait pu prendre une décision drastique, peut-être en prenant le contrôle de l'avion, en éteignant ses systèmes et en s'isolant dans le cockpit. Si les rumeurs étaient vraies, cela aurait marqué un tournant incroyablement déchirant. Tant l'équipage travaillant sur le vol que les passagers se seraient retrouvés dans une situation désespérée, incapables d'accéder au cockpit dans ce qui aurait été un moment critique. Cette spéculation a ajouté des couches d'obscurité et de chagrin à la narration déjà complexe et sombre du vol 370, approfondissant le mystère et renforçant le sentiment de tragédie entourant l'incident. Ces spéculations ont émergé concernant la vie personnelle de Farik en particulier, sur d'éventuelles luttes dans ses relations amoureuses. On a parlé que peut-être il était tellement accablé par des problèmes personnels qu'il voyait cet acte drastique et horrible comme une échappatoire à sa propre souffrance.
Cette théorie brossait le portrait d'un homme poussé à bout se sentant totalement sans option alternative, une narration aussi déchirante que dramatique. Pourtant, il est crucial d'examiner des éléments de sa vie qui contredisent ce tableau sombre. Farik n'était pas n'importe quel pilote. C'était un homme profondément amoureux sur le point d'entamer un nouveau chapitre significatif de sa vie. Il était fiancé à la capitaine Nadira Ramli, une pilote de 26 ans d'une autre compagnie aérienne, et de tous les comptes, leur relation était une source de grande joie et d'épanouissement pour lui. Ce mariage imminent indique un homme qui attendait l'avenir avec optimisme, pas quelqu'un cherchant une fin. De plus, la carrière de Farik était une partie importante de sa vie dont il tirait une grande fierté et plaisir. Voler n'était pas simplement un emploi pour lui, c'était une passion, un appel auquel il était entièrement dévoué. Son enthousiasme pour le vol était évident, et son engagement envers sa profession était bien connu parmi ses pairs. Ce niveau de dévouement souligne combien il valorisait son rôle de pilote. En considérant ces aspects de sa vie, il devient difficile de concilier l'idée qu'il choisirait délibérément un chemin menant à un acte aussi tragique et final. Son mariage imminent et sa passion fervente pour sa carrière fournissent de fortes raisons de vivre, remettant en question la probabilité que des difficultés personnelles aient pu le pousser à prendre le contrôle du vol à des fins catastrophiques. Le contraste frappant entre les théories de son désespoir et les preuves tangibles d'un homme enthousiaste à l'idée de la vie conjugale et dévoué à sa profession complique encore plus le mystère. Cela nous pousse à éviter de tirer des conclusions simplistes et à considérer toutes les facettes de sa vie. Adopter cette approche globale de l'enquête respecte la complexité et les nuances des émotions humaines et des comportements dans des scénarios comme celui-ci. Que pensez-vous qui se cache au cœur du mystère du MH365 ? Cette nouvelle preuve pourrait-elle tout changer sur ce que nous pensions savoir ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en savoir plus.